Je m'appelle Evelyne Valois et à 48 ans, je me tenais devant un miroir en pied face à une femme que je reconnaissais à peine. Elle était drapée dans une soie bleu saphir, une robe qui glissait sur mes formes, non pas comme un vêtement, mais comme une armure liquide. C'était un choix délibéré, puissant, inflexible, à des lieues de la douce robe carmin que mon mari, Marc, m'avait suggérée. Il m'avait toujours préférée en rouge, une couleur qui me faisait ressembler davantage à une fleur délicate et moins à l'architecte de son empire. Ce soir, c'était notre 15e anniversaire, et la seule tête que je voulais faire tourner était la sienne, mais pas de la manière qu'il attendait. « Vous êtes absolument sublime, Madame Valois », murmura Clara, notre gouvernante depuis une décennie, depuis l'embrasure de la porte. Je croisais son regard chaleureux dans le miroir, lui offrant un petit sourire reconnaissant. « Merci, Clara », dis-je, mes doigts fixant les clous en diamant à mes lobes d'oreilles. Mon cou, cependant, restait délibérément nu. Il attendait le bracelet en diamant de chez Cartier que je savais que Marc avait acheté 3 semaines plus tôt, celui qu'il avait si négligemment caché dans le bureau de son bureau. J'étais tombée sur la boîte non pas en fouinant, but en cherchant un dossier fiscal de l'entreprise. Cette boîte n'était pas un cadeau, c'était une preuve. Avant que cette histoire ne se déroule, je tiens à exprimer ma gratitude à vous tous qui me rejoignez sur ce chemin. Si vous trouvez de la force dans ces récits de reconquête du pouvoir et de justice méticuleusement orchestrés, je vous invite à vous abonner. Votre soutien est inestimable et nous permet de mettre en lumière d'autres histoires comme celle-ci, célébrant celles qui refusent d'être réduites au silence. Maintenant, revenons à cette soirée où 15 années de contributions silencieuses ont abouti à une déclaration très bruyante. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'appliquais une dernière couche de rouge à lèvres sombre. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était le vrombissement d'une rage froide et concentrée qui couvait juste sous ma peau depuis 6 mois. Je pris une profonde inspiration pour me calmer, me rappelant que ce soir était une performance, une qui exigeait un contrôle absolu et inébranlable. Le contrôle était devenu mon confident le plus intime. Je pouvais identifier le moment exact où tout a commencé. C'était un mardi après-midi pluvieux de janvier, la pluie tambourinant un rythme sombre contre les fenêtres panoramiques de notre bureau au cœur de Paris. Mon titre officiel chez Fournier Dynamics était directrice de la stratégie, un rôle que je m'étais taillé sur mesure, bien que Marc me présentât souvent simplement comme sa femme. Il pensait qu'avoir une femme à un poste de direction, surtout sa femme, pourrait intimider les investisseurs. J'examinais les notes de frais trimestriels lorsqu'une seule ligne a attiré mon attention. Une dépense de 15 000 € chez Cartier. Il n'y avait pas de code client, pas de mention de cadeau, pas de justification professionnelle. Le moment semblait étrange. Noël était loin. Mon anniversaire n'était pas avant des mois. Et notre anniversaire de mariage était encore à 6 mois de là. Quand j'en ai parlé au dîner ce soir-là, feignant une curiosité désinvolte, la réponse de Marc a été trop rapide, trop lisse. « C'est un cadeau de remerciement pour un client, ma chérie. Pour les Dubois. Tu sais à quel point Éléonore Dubois adore Cartier. » J'ai simplement hoché la tête, mon sourire me semblant être un masque bon marché. Le lendemain même, sous prétexte de vouloir acheter quelque chose de similaire pour une amie, j'ai appelé moi-même Éléonore Dubois et je me suis enquise de la ravissante nouvelle pièce de chez Cartier qu'elle était censée avoir reçue. Sa confusion sincère fut le premier clou dans le cercueil de mon mariage. Cette nuit-là, pendant que Marc était dans sa douche à vapeur, je me suis assise à son bureau et j'ai tapé son mot de passe. Il n'avait pas changé depuis plus d'une décennie. Evie Mon Amour 2009. L'homme pouvait bâtir une entreprise technologique mondiale à partir de rien, mais la sécurité numérique de base était apparemment au-delà de ses compétences. La confirmation que je redoutais est apparue sous la forme d'un reçu numérique, suivi d'un fil d'email qui m'a glacé le sang. La destinataire était ma propre assistante de direction, Chloé Bernard. « Elle va être folle de joie », avait tapé Chloé. « Presque autant que j'adore ce que tu m'as offert le mois dernier. » Leurs échanges étaient un mélange écœurant de logistique de bureau et de promesses illicites. La voilà, Chloé Bernard. 27 ans, farouchement intelligente, impitoyablement ambitieuse. Je l'avais embauchée moi-même 2 ans auparavant. J'avais vu en elle une version plus jeune de moi-même. Je l'avais mentorée, partagé mes stratégies avec elle devant des plats à emporter tard le soir, alors que nous préparions des réunions du conseil. Pendant tout ce temps, elle couchait avec mon mari dans ma propre maison.
Un coup de klaxon sec venant de la rue en bas m'a ramené au présent. Marc devait être en bas, tapant du pied, vérifiant sa montre en or avec une impatience théâtrale. J'ai jeté un dernier, long regard à mon reflet, j'ai pris la petite pochette élégante qui dissimulait une unique clé USB noire, et j'ai redressé les épaules. Le spectacle peut commencer, ai-je murmuré à la femme dans le miroir. Evelyne, la réservation est pour 20 heures. La voix de Marc retentit du bas du grand escalier. Nous ne pouvons pas être en retard ce soir. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Marc Fournier, un homme perpétuellement en retard pour chaque spectacle de l'école, dîner de famille et réunion de vacances, était soudainement obsédé par la ponctualité. Mais ce soir, croyait-il, était une performance pour son bénéfice. Il avait réservé l'exclusif « Salon du fondateur » à l'Épervier doré, le restaurant le plus célèbre de Paris. C'était une salle que, à son insu, j'avais personnellement reconfigurée avec un seul appel téléphonique. L'intime table pour deux avait disparu. À sa place, j'avais demandé au personnel d'arranger une disposition plus grande, avec plusieurs autres tables occupant maintenant l'espace. Ces tables n'étaient pas pour des clients au hasard. Elles étaient pour nos associés, nos amis les plus proches, et 2 journalistes triés sur le volet du principal journal financier de la ville. Des gens dont la perception de Marc était sa monnaie la plus précieuse. Le trajet à travers la ville fut un flou de plaisanteries vides. Marc était inhabituellement animé, presque euphorique, me couvrant de compliments sur ma robe, mes cheveux, mon parfum. C'était un enthousiasme qui aurait autrefois fait battre mon cœur. Maintenant, je le reconnaissais pour ce qu'il était. Une performance. Le même charme désarmant qu'il déployait dans les salles de conseil et pour les tournées d'investisseurs. « Tu as vraiment mis les petits plats dans les grands pour celui-ci », ai-je commenté, mon regard fixé sur la ligne d'horizon scintillante de Paris. « L'Épervier doré un vendredi ? Tu as dû faire jouer tes relations. »« Seulement le meilleur pour ma chérie pour nos 15 ans, » dit-il, sa main trouvant la mienne. Je l'ai laissé la prendre, sentant son pouce tracer des cercles sur mon poignet nu. « J'ai quelque chose d'extraordinaire pour toi ce soir, Evie, quelque chose qui sied à la femme derrière l'homme. » Cette phrase, derrière l'homme, me tordit l'estomac, comme si je n'avais pas été juste à côté de lui, et souvent devant lui, déblayant le chemin. Comme si mon diplôme d'économie et mon sens stratégique n'avaient pas été le canot de sauvetage qui a empêché Fournier Dynamics de sombrer pendant la récession, pendant que Marc était occupé à flatter les clients et à se plaindre du marché. Le restaurant était une symphonie de lumière dorée, provenant des lustres en cristal et du doux scintillement des bougies. Le maître d'hôtel nous a accueillis avec une chaleur étudiée, nous conduisant vers la salle privée reconfigurée, où plusieurs de nos invités étaient déjà assis. J'ai vu le front de Marc se plisser une fraction de seconde face à la foule inattendue, mais il a lissé cela instantanément, son visage public se mettant en place. Monsieur Fournier, un plaisir, notre serveur habituel, Antoine, s'approcha avec une bouteille de champagne. Et la radieuse Madame Valois, un joyeux anniversaire à vous deux. Nous avons trinqué et Marc s'est immédiatement lancé dans son sujet favori, la légende de Marc Fournier. Il a parlé de notre rencontre à HEC, de comment j'étais la seule à croire en sa grande vision. C'était une histoire qu'il avait polie jusqu'à la perfection au fil des ans, un récit soigneusement construit qui le présentait comme le visionnaire solitaire et moi comme l'épouse discrète et solidaire. Il n'a jamais mentionné que c'était l'héritage de ma famille qui avait fourni le capital de départ de l'entreprise, ou que les relations de mon père nous avaient assuré nos 3 premiers contrats majeurs. Je hochai la tête, jouant mon rôle à la perfection, quand j'ai senti toute l'atmosphère de la pièce changer. Le regard de Marc a dérivé par-dessus mon épaule, ses yeux s'écarquillant de manière presque imperceptible. C'était une micro-expression de pure panique qu'il a rapidement masquée par un vernis de nonchalance. Je n'ai pas eu besoin de me retourner. Je savais. Chloé était arrivée. Elle glissa vers notre table dans une petite robe noire qui coûtait probablement plus que sa première voiture. Mais mes yeux n'étaient pas sur la robe. Ils étaient rivés sur le bracelet de tennis en diamant étincelant qui entourait son poignet. Mon bracelet. Celui-là même que j'avais admiré dans une vitrine de quartier 6 mois plus tôt alors que j'étais sortie avec Marc. « Surprise, chérie ?» roucoula-t-elle, ses yeux fixés sur moi, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Elle s'attendait à une scène. Des larmes, une explosion hystérique.
quelque chose qui me peindrait comme l'épouse instable et jalouse devant ce public influent. Au lieu de cela, un profond et étrange sentiment de calme m'envahit. La dernière pièce de l'échiquier venait de se mettre en position. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle fasse une apparition. Une réservation d'hôtel au nom de Marc à quelques rues de là était un indice assez fort. Mais le bracelet, c'était un cadeau que je n'avais pas anticipé. « Chloé », dis-je, ma voix parfaitement égale et froide. « Quelle surprise inattendue! Je ne crois pas que votre nom était sur la réservation. » Marc a immédiatement essayé d'intervenir, sa voix une octave plus haut que d'habitude. Chloé était juste dans le quartier. Elle déposait des papiers urgents pour la présentation de lundi. N'est-ce pas, Chloé? J'ai regardé son propre sourire vaciller. Cela ne se déroulait pas selon son scénario. Ce bracelet est exquis, ai-je continué, ma voix portant clairement à travers la pièce maintenant silencieuse. C'est une pièce de chez Cartier, n'est-ce pas? Il ressemble exactement à celui que j'ai montré l'hiver dernier. La main de Chloé vola vers son poignet dans un geste réflexe et coupable. Le visage de Marc avait perdu toute sa couleur. D'un mouvement lent et délibéré, j'ai fouillé dans ma pochette, j'ai récupéré la petite clé USB noire et je l'ai posée fermement sur la nappe en lin blanc entre nous. Notre contrat de mariage comporte une clause d'infidélité plutôt robuste, ai-je déclaré, ma voix claire et projetée, m'assurant que chaque personne dans la pièce pouvait m'entendre. Et mon détective privé a trouvé amplement de preuves, non seulement de cette liaison, mais aussi des 3 qui l'ont précédée. Et, encore plus fascinant, il a découvert une comptabilité créative enfouie profondément dans les finances de l'entreprise. Je me suis légèrement tournée pour m'adresser à la salle. Quelqu'un serait-il intéressé d'entendre parler des comptes occultes de Fournier Dynamics avant que l'AMF n'obtienne le rapport complet? Le visage de Marc passa du pâle à une nuance grisâtre macabre, alors que les serveurs s'arrêtaient en plein service, devenant les témoins silencieux de l'exécution publique de son mariage, de sa réputation et très probablement de sa carrière entière. Le silence qui recouvrit la pièce était absolu, si lourd qu'on pouvait le sentir peser. Je regardais le visage de Marc, habituellement un masque de confiance facile, s'effondrer sous le poids de mes mots. 15 ans de notre vie commune défilèrent dans mon esprit, non pas les souvenirs heureux, mais la lente et corrosive décomposition de notre partenariat. « Evelyne, s'il te plaît », a-t-il finalement étranglé, sa main cherchant la mienne sur la table. « Nous pouvons parler de ça en privé ?» J'ai retiré ma main. Mes pensées dérivèrent vers une autre époque, vers HEC Paris en 2008. J'avais 23 ans, une diplômée en économie de premier plan, avec des offres d'emploi de grandes banques parisiennes. Marc était le charismatique étudiant en commerce, avec une grande vision pour une start-up technologique, mais des notes résolument moyennes. Pourtant, quand il parlait de ses idées, sa passion était une force de la nature. Quand il m'a demandé en mariage cet été-là, j'ai mis de côté mes ambitions de carrière dans la finance, convaincu que construire quelque chose avec lui était une vocation plus grande. « C'est toi le moteur, Evie », avait-il l'habitude de dire, alors que nous nous penchions sur des business plans sur une table pliante dans notre minuscule appartement. « Je ne suis que le beau vendeur qui nous ouvre les portes. » À l'époque, c'était notre blague. Au fil des ans, c'était devenu sa réalité. « Il n'y a plus rien à discuter », dis-je, ma voix aussi froide que la glace dans son verre d'eau. J'observais Chloé, l'image même de l'arrogance quelques instants auparavant, qui semblait se ratatiner sur une chaise voisine, sa bravade s'évaporant. Le moment des discussions privées était avant que tu n'offres mon cadeau d'anniversaire à ma propre protégée. L'ironie était amère. Chloé était un miroir de ma jeunesse, ambitieuse, brillante avec les données, avide de laisser sa marque. J'avais vu ce feu en elle et je l'avais nourri. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle complotait pour prendre ma place, non seulement dans ma maison, mais dans l'œuvre de ma vie. Fournier Dynamics a été lancé avec le capital de départ de ma famille. Ai-je continué, ma voix stable et résolue, se projetant dans tous les coins de la pièce. Les introductions personnelles de mon père nous ont assuré nos 3 premiers clients majeurs. Mes modèles financiers ont construit toute la structure qui nous a sauvés de la ruine pendant la crise financière de 2009. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Thomas Royer, un journaliste senior pour les Échos, griffonner furieusement dans son carnet. Parfait. Que les choses soient claires. Année après année, j'étais devenue la force opérationnelle silencieuse de Fournier Dynamics.
Tandis que Marc était le visage public, charmant les investisseurs et faisant la couverture des magazines, j'étais celle qui développait les analyses prédictives qui nous rendaient rentables, qui restructurait les départements pour une efficacité maximale et qui construisait discrètement la division de sciences des données qui était maintenant responsable de plus de 60% de nos revenus. Vous souvenez-vous de l'acquisition d'une entreprise rivale, Datacorp? Ai-je demandé, ma question s'adressant à Marc, mais destinée à tout le monde. L'accord qui nous a catapultés sur la scène nationale? La mâchoire de Marc était si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir. Il savait exactement où cela menait. C'est moi qui ai passé 6 mois à faire une analyse approfondie de leur vulnérabilité. J'ai structuré toute l'offre. J'ai écrit chaque mot de la stratégie d'acquisition. J'ai laissé cela en suspens un instant. Mais qui était en couverture de Visionnaire Tech Magazine? Qui s'est envolé pour New York pour accepter le prix de l'innovateur de l'année? Evelyne, tu as toujours détesté être sous les projecteurs? A-t-il essayé, sa voix empreinte d'un plaidoyer désespéré. Non, l'ai-je corrigé sèchement. On m'a dit que les projecteurs n'étaient pas ma place. On m'a dit que les clients se sentaient plus à l'aise avec un PDG masculin, que les investisseurs avaient besoin d'un leader masculin fort à la barre. J'ai tourné mon regard vers Chloé, dont le visage était maintenant strié de larmes. C'est ce qu'il t'a dit aussi? Que tu serais le pouvoir secret derrière le trône, le faisant paraître brillant pendant que tu restais dans l'ombre? Son expression navrée fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Un nœud de nausée se serra dans mon estomac, alors que je me rappelais le moment précis où j'ai compris toute l'étendue de la trahison. C'était il y a 3 mois. J'étais passée devant son bureau à la maison et je l'avais entendu au téléphone. Une fois qu'Evelyne sera hors jeu, nous réorganiserons l'équipe de direction, avait-il dit, d'une voix désinvolte. Tu as déjà prouvé que tu pouvais gérer ces responsabilités de direction. Je suis restée figée dans le couloir, ma main plaquée sur ma bouche pour étouffer un hoquet. Le conseil d'administration fait confiance à mon jugement, avait-il continué. Ils goberont n'importe quelle histoire que nous leur vendrons. Le lendemain même, j'avais eu ma première réunion avec maître Hélène Caron, l'avocate spécialisée en divorce la plus redoutée de Paris. Vous êtes dans une position bien plus forte que vous ne le pensez, Evelyne, m'avait-elle dit après avoir examiné notre contrat de mariage. Il y a une clause d'infidélité ici que Marc a probablement complètement oubliée. Son propre père a insisté pour l'inclure, ironiquement, pour protéger la famille des chercheuses d'or. J'avais laissé échapper un rire amer à cela. Le père de Marc m'avait toujours sous-estimé. Cette clause, expliqua Hélène en tapotant le document, vous donne droit à 50% de tous les biens matrimoniaux, plus 10% 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 de tous les biens matrimoniaux, sans supplémentaire de la valorisation totale de l'entreprise pour chaque cas d'infidélité prouvé. Avec les bonnes preuves, vous pourriez repartir avec une participation majoritaire dans Fournier Dynamics. Cette réunion fut un baptême du feu. Je me suis transformée d'une épouse en deuil en une adversaire froide et calculatrice. J'ai engagé un détective privé, un ancien agent méticuleux du renseignement intérieur nommé David Tran. Il a non seulement documenté les rendez-vous galants de Marc avec Chloé, mais a également découvert des preuves de 3 liaisons antérieures à long terme.
Mais ce que David a trouvé dans les profondeurs des finances de l'entreprise était bien plus accablant. Des comptes offshore cachés, un schéma de transfert de fonds douteux, de l'argent de clients étant emprunté pour des investissements personnels, puis discrètement remplacés juste avant les rapports trimestriels. Antoine, le serveur, s'approcha de nouveau de notre table, son visage un masque d'inquiétude. « Madame Valois, souhaitez-vous que j'escorte Mademoiselle Bernard hors des lieux ?» Avant que je puisse répondre, Chloé se leva d'un bond. « C'est de la folie !»« Marc, dis-lui la vérité. Parle-lui de nous, des plans pour l'entreprise. » « Les plans de l'entreprise ?» J'ai haussé un sourcil. « Vous voulez dire le plan où je suis systématiquement évincé? Ou celui où tout mon cadre d'analyse est attribué à vous dans la prochaine présentation trimestrielle aux actionnaires ?» Ses yeux s'écarquillèrent de choc. J'avais accédé au stockage cloud de Marc des semaines auparavant et j'avais trouvé les ébauches des présentations. Ils avaient déjà commencé à m'effacer de ma propre histoire. La trahison ultime n'était pas le sexe. C'était le vol de mon héritage. « Evelyne !» La voix de Marc tomba à un murmure désespéré. « Pense à ce que tu fais. Cette entreprise est notre héritage. »« Non !» l'ai-je corrigé, me levant pour m'adresser au public silencieux et captif. Fournier Dynamics a été bâti sur mes stratégies, mon capital et mon accord silencieux d'être invisible. Cet arrangement prend fin ce soir. J'ai regardé directement Thomas Royer, le journaliste. J'ai des preuves documentées de malversation financière systémique chez Fournier Dynamics, personnellement orchestrées par le PDG Marc Fournier, et je suis tout à fait prête à livrer ces informations aux autorités réglementaires compétentes. Le visage de Marc était maintenant complètement dépourvu de couleur. Il savait ce que j'avais. « Tu n'oserais pas », siffla-t-il. « C'était des mesures de liquidité temporaire. Tout a été remis. Tout comme j'étais censée être mise dehors ?» ai-je demandé doucement, le poids de 2 décennies à être ignoré s'abattant sur mes épaules. « Tu as bâti ton royaume sur un fondement de mon travail et de tes mensonges, Marc. Et ce soir, la marée monte. » Une vague de murmures choqués a balayé le restaurant alors que mes mots s'installaient dans l'atmosphère chargée. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Je suis restée debout, les épaules en arrière, la clé USB une sombre promesse sur la nappe blanche. « Tu as fait valoir ton point de vue, Evelyne », a finalement lâché Marc, sa voix basse et bouillonnante d'une rage qui commençait à éclipser sa peur. « Maintenant, allons régler ça en privé. » J'ai simplement secoué la tête lentement. « L'intimité est un privilège que tu as perdu il y a longtemps, Marc. Elle a été ton bouclier pendant bien trop longtemps. » En y repensant, le trajet jusqu'au restaurant avait été une démonstration magistrale de son arrogance inconsciente. Il avait été si attentionné, sa main posée sur mon genou alors qu'il conduisait dans le centre de Paris, me montrant un nouveau gratte-ciel en construction par l'un de nos principaux clients. 15 ans, avait-il songé, un son de chaleur sincère dans sa voix. « Tu te souviens de notre tout premier anniversaire ? Ce petit restaurant italien dans le Marais où nous avons dû compter notre argent pour être sûrs de pouvoir nous offrir le tiramisu. Bien sûr que je m'en souvenais. Nous étions une vraie équipe à l'époque. J'avais porté une robe que j'avais économisée pendant des mois pour acheter, et il m'avait offert un simple médaillon en argent avec nos initiales. Nous avions passé la nuit à esquisser notre avenir sur une serviette en papier, alimentée par du vin rouge bon marché et une ambition partagée. Le meilleur est à venir, Evie, avait-il dit dans la voiture il y a à peine 1 heure, complètement inconscient de la falaise dont il était sur le point de se jeter. J'avais simplement souri, vérifié mon rouge à lèvres dans le miroir et répété les premières lignes de mon discours une dernière fois. L'épervier doré avait été la scène parfaite. Non seulement pour sa réputation dorée, mais pour la planification méticuleuse que j'avais entreprise. J'avais appelé le propriétaire, Jean-Pierre, un homme avec qui j'avais cultivé une amitié au fil des années d'événements d'entreprise, 3 semaines auparavant. « Madame Valois, pour votre anniversaire, nous avons le salon du fondateur, comme l'a demandé Monsieur Fournier. Très privé, très intime, avait-il dit. Jean-Pierre, j'espérais quelque chose d'un peu plus inclusif, avais-je répondu doucement. La grande salle privée peut-être, avec quelques autres tables. Mais bien sûr, votre mari a été très spécifique sur le fait de vouloir une intimité absolue. C'est aussi mon anniversaire, avais-je dit doucement. Et j'ai une petite surprise de prévue qui nécessite vraiment un public. Un don conséquent à son œuvre de bienfaisance culinaire préférée avait scellé l'affaire.
La liste des invités était tout aussi calculée. Benoît et Sarah Cartier, nos plus vieux amis, dont je savais qu'ils soupçonnaient les infidélités de Marc depuis des années. Walter Sterling, notre plus grand investisseur individuel. Thomas Royer des Échos. Et Diane Harrell, une associée principale chez Bain Capital, qui essayait de me recruter pour son conseil d'administration depuis des mois. Maintenant, alors que la gravité de sa ruine publique s'installait, l'expression de Marc passa du choc pur à un calcul désespéré et reptilien. Je connaissais ce regard. Il cherchait frénétiquement une contre-attaque, le même regard qu'il avait quand une affaire était sur le point de mal tourner. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, forçant un rire creux. « Mes plus sincères excuses pour cette scène gênante. Ma femme est, de manière compréhensible, émotive à propos d'un désaccord privé. Je crains qu'elle ne confonde certaines affaires professionnelles avec une blessure personnelle. » Chloé restait une statue de misère sur sa chaise, le bracelet en diamant à son poignet scintillant maintenant comme une paire de menottes. « Est-ce pour cela que tu m'as fait préparer de la documentation pour une éventuelle enquête de l'AMF il y a 2 semaines ?» ai-je demandé, ma voix résonnant. « Comme une affaire personnelle ?» Son sourire fabriqué s'évanouit. J'avais nonchalamment suggéré que nous mettions de l'ordre dans certains documents, juste au cas où l'AMF aurait un jour des questions sur certaines transactions passées. Il avait rejeté mes préoccupations comme étant trop prudentes, ne soupçonnant jamais que j'étais la source anonyme qui avait déjà alerté l'agence. « Evelyne, tu lances des accusations folles sans aucun contexte. » S'emporta Marc, ses yeux se dirigeant nerveusement vers Walter Sterling, dont la société détenait une participation de 20% dans notre entreprise. « Peut-être devrions-nous discuter du contexte alors ?» ai-je suggéré en ramassant la clé USB. Je me suis tournée vers la salle. Il y a 3 ans, Marc a autorisé la liquidation temporaire des fonds de développement des clients pour couvrir une perte personnelle sur une entreprise immobilière aux îles Caïmans. L'argent a été remplacé avant la finalisation de l'audit trimestriel, mais les empreintes numériques des transactions n'ont jamais été entièrement effacées. Le visage de Walter Sterling s'assombrit. « Est-ce vrai, Fournier ?» Avant que Marc ne puisse formuler un autre mensonge, Chloé retrouva sa voix. « Evelyne, arrête! Il ne s'agit pas de l'entreprise. Il s'agit de toi qui es jalouse de moi. » La jalousie? J'ai ri, une véritable et courte explosion d'amusement. « Oh, Chloé, tu pensais vraiment que tu étais la première? Les fichiers sur cette clé documentent également sa liaison avec Amanda du service marketing en 2019, avec Lorraine de notre bureau de Denver en 2021 et un week-end très confortable à Deauville, avec cette représentante pharmaceutique dont il n'a probablement jamais pris la peine d'apprendre le nom. » J'ai reporté toute mon attention sur Marc. « As-tu mentionné la clause d'infidélité de notre contrat de mariage à Chloé? Celle qui te coûte 10% supplémentaires de la valeur de l'entreprise pour chaque liaison que je peux prouver ?» L'expression abasourdie de Marc était toute la réponse dont j'avais besoin. Il avait soit oublié, soit jamais vraiment lu les petits caractères sur lesquels son propre père avait insisté. La clause conçue pour protéger la fortune de la famille Fournier était sur le point de me transférer directement son contrôle. « C'est absurde », balbutia Marc, mais sa voix manquait de toute sa conviction habituelle. Ces décisions financières ont été approuvées par le conseil d'administration. Le conseil n'a jamais été informé, l'ai-je corrigé calmement. J'ai examiné les procès-verbaux de chaque réunion du conseil des 5 dernières années. Tu as agi unilatéralement, en supposant que personne ne vérifierait jamais les comptes parce que tu gardais ta femme, la stratège financière, préoccupée par la gestion de l'entreprise réelle. Benoît Cartier, notre vieil ami et membre du conseil, se pencha en avant. « Est-ce que c'est vrai, Marc ?» Tout le restaurant était maintenant un théâtre silencieux. Même le personnel se tenait figé, regardant le drame se dérouler. Antoine, qui nous avait servi lors d'innombrables anniversaires et célébrations, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu un sang-froid qui avait été forgé dans le feu de 6 mois de planification silencieuse. J'avais répété cela dans ma tête 1000 fois, jouant tous les scénarios possibles, entraînant ma voix à ne pas se briser, mes mains à ne pas trembler. Ce calme n'était pas dans ma nature. C'était une arme que j'avais minutieusement fabriquée. « Cette clé contient tout », ai-je annoncé, la reposant sur la table. Des copies de tous les documents financiers pertinents, des preuves documentées des liaisons et des preuves de malversation d'entreprise. Mon avocate a les originaux. Elle a pour instruction de les livrer à l'AMF,
à l'ensemble du conseil d'administration et à plusieurs médias à 21h précise ce soir, à moins qu'elle ne reçoive un appel de ma part pour annuler. J'ai vérifié ma montre, un geste délibéré et théâtral. Cela te donne 45 minutes. Que veux-tu, Evelyne ? A finalement demandé Marc, sa voix un murmure rauque. Ce que j'ai mérité, ai-je répondu, ma voix inébranlable. Une participation majoritaire dans l'entreprise que j'ai bâtie à partir de zéro, une reconnaissance publique et légale de mes contributions, et un divorce qui reflète avec précision le déséquilibre flagrant de notre partenariat. Chloé a finalement craqué, sanglotant doucement dans une serviette, maculant son maquillage coûteux. Et Chloé, ai-je ajouté, incapable de résister à une dernière pique. Il a aussi dit à Amanda du marketing qu'elle était l'amour de sa vie, juste avant de la remplacer par Lorraine. La jeune femme parfaitement composée qui était entrée dans le restaurant 1 heure plus tôt était maintenant un tas de chiffons. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Elle n'était qu'une autre victime de l'ego de Marc. « C'est du chantage », fulmina Marc, son sang-froid se brisant enfin. Il tendit la main vers son verre d'eau, mais sa main tremblait si violemment qu'il le renversa. L'eau se répandit sur la nappe blanche immaculée comme une tache rampante. « Non, Marc, dis-je, ma voix douce mais ferme. C'est un règlement de compte. » Walter Sterling, l'investisseur, se leva et se dirigea vers notre table, le visage sombre. « Je veux voir ce qu'il y a sur cette clé, Evelyne, » dit-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Il ignora complètement Marc. « Walter, c'est une affaire de famille privée, » plaida Marc. « Pas quand ça implique l'argent de ma société, » rétorqua Walter. « Pas quand j'ai un devoir fiduciaire envers les clients qui ont investi des millions dans Fournier Dynamics sur la base de ton leadership. » Il se tourna vers moi. « Les irrégularités financières, depuis combien de temps ? 3 ans que je peux prouver de manière définitive, » ai-je répondu. « Le schéma d'infidélité, la meilleure partie de tout notre mariage. » Diane Harel de Bain Capital fut la suivante à s'approcher, son expression un mélange de gravité professionnelle et d'empathie personnelle. « Evelyne, le poste d'associé senior dont nous avons parlé le mois dernier, l'offre tient toujours. » Je lui ai adressé un sourire reconnaissant. J'avais rencontré Diane 3 semaines plus tôt, présentant cela comme un déjeuner décontracté pour discuter des tendances du marché. En réalité, je construisais mon parachute, m'assurant d'avoir un atterrissage en douceur, peu importe comment la soirée se déroulerait. « C'est une embuscade coordonnée !» cria Marc, sa voix se brisant. « Vous tous, vous avez comploté ça. Vous pensez que vous pouvez me forcer à quitter ma propre entreprise ? » « Ton entreprise ?» Thomas Royer, le journaliste, leva les yeux de ses notes. « Fournier Dynamics n'a-t-il pas été fondé avec l'héritage familial de Madame Valois ? N'est-elle pas listée comme cofondatrice sur les statuts originaux de la société ? C'était un détail que je n'avais pas planté, mais j'aurais pu l'embrasser pour ça. Le faux récit se désintégrait plus vite que je n'aurais pu l'espérer. « Laisse tomber, Marc », l'interrompit Benoît Cartier, venant se tenir à mes côtés. Sa femme, Sarah, suivit, posant une main réconfortante sur mon épaule. « Nous savons que quelque chose n'allait pas depuis des années. Nous t'avons vu avec cette fille du marketing à la fête de Noël de l'entreprise en 2019. Sarah et moi t'avons vu, toi et Chloé, vous enregistrer au Georges V en avril dernier. » Une véritable pointe de douleur traversa mon armure. « Et vous ne me l'avez jamais dit ?» ai-je demandé, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Sarah serra mon épaule. « Nous avons essayé de laisser des indices, Evie. Mais tu semblais toujours si déterminée à le protéger. Nous avons pensé que soit tu savais et que tu gérais ça à ta manière, soit tu ne voulais tout simplement pas savoir. » Je ne voulais pas savoir, ai-je admis, la vérité de cela me frappant durement, jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. Cette révélation, que mes amis avaient vu les fissures bien avant moi, rendit la trahison encore plus profonde. Toutes leurs douces questions, leurs invitations supplémentaires pour des soirées entre filles, ils essayaient de me construire un canot de sauvetage depuis le début. Le visage de Marc était maintenant d'un rouge tacheté, sa mâchoire serrée, ses narines dilatées. Sa fameuse colère, habituellement réservée aux portes closes, était sur le point de faire ses débuts en public. Chloé se leva soudain, le bracelet captant la lumière. « Je dois y aller », marmonna-t-elle en regardant le sol. « Assiège-toi », ordonna Marc, son masque de civilité complètement disparu. « Ce n'est pas fini. »« Pour moi, si », répondit-elle, une étincelle de défi dans les yeux. «
Tu m'as dit qu'Evelyne n'était qu'une figure de proue. Tu as dit qu'elle ne connaissait rien à l'entreprise réelle et qu'elle accepterait un arrangement financier pour disparaître tranquillement. Les murmures dans la pièce s'intensifièrent. Marc ressemblait à un animal acculé. J'ai calmement sorti mon téléphone et composé un numéro que je connaissais maintenant par cœur, mettant l'appel sur haut-parleur. Tout le restaurant se tut. Cabinet de maître Hélène Caron. La voix nette de l'assistante de mon avocate remplit l'espace. « C'est Evelyne Valois ?» dis-je, ma voix stable et claire. « Veuillez procéder au dépôt comme nous en avons discuté. »« Tout de suite, Madame Valois. Les documents sont prêts. Nous allons les déposer électroniquement auprès du tribunal et de l'AMF dans les 10 prochaines minutes. L'ordonnance de référé sur tous les actifs majeurs de l'entreprise devrait être effective d'ici demain matin. » J'ai mis fin à l'appel et j'ai croisé les yeux fous de Marc. Ce n'est que le début. La demande de divorce cite la clause d'infidélité. Le dépôt auprès des instances de l'entreprise documente mes revendications de propriété intellectuelle sur le cadre d'analyse, le système de gestion des clients et le modèle d'acquisition que j'ai créé. Tous sont actuellement attribués à toi dans les documents officiels de l'entreprise. Tu ne peux pas prouver que c'était tes idées, gronda-t-il. En fait, si, dis-je, une vague de pure libération m'envahissant. J'ai gardé chaque carnet, chaque brouillon, chaque email tardif où tu me demandais de simplifier les modèles complexes pour que tu puisses les présenter comme les tiens le lendemain. 15 ans de documentation, Marc. Je me suis tournée vers Walter Sterling. Les analyses prédictives qui ont augmenté notre fidélisation client de 40% l'année dernière, c'était moi. Le modèle d'acquisition qui nous a permis d'acheter Datacorp pour une fraction de sa valeur marchande, moi aussi. La restructuration financière qui a sauvé cette entreprise en 2009, entièrement moi. Les sourcils de Walter se haussèrent. Est-ce exact, Marc? Le silence stupéfait de Marc fut sa confession. Benoît Cartier secoua la tête de dégoût. Le conseil d'administration a besoin d'une réunion d'urgence. Demain matin, déclara Walter, son cerveau d'investisseur calculant déjà les retombées et la voie à suivre. Je me suis levée, ramassant ma pochette et la clé USB. Je crois que mon temps est écoulé. J'ai exposé ma position. Je me suis adressée à la salle. Je ne me bats pas seulement pour ma part de Fournier Dynamics. Je reprends ce qui a toujours été à moi. Le crédit, la reconnaissance et l'entreprise que j'ai bâtie. Je me suis tournée vers Marc une dernière fois, retirant lentement mon alliance de mon doigt. Je l'ai posée sur la table à côté de la flaque d'eau qui s'étendait à partir de son verre renversé. Joyeux anniversaire! Je suis sortie de l'épervier doré, la tête haute, sentant le poids de chaque regard sur mon dos. L'air frais de la nuit frappa mon visage, et c'était comme la première bouffée d'une nouvelle vie. Je ne m'attendais pas à me sentir si légère, comme si je m'étais débarrassée d'une lourde cape invisible que je portais depuis 15 ans. Derrière moi, j'entendais Marc m'appeler, sa voix rauque de désespoir, mais je n'ai pas regardé en arrière. Mon chauffeur attendait au bord du trottoir comme convenu, la portière de la voiture déjà ouverte. « Tout va bien, Madame Valois ?» demanda-t-il, ses yeux pleins d'une sollicitude professionnelle. « Tout est parfait », ai-je répondu en glissant sur le siège en cuir moelleux. « Conduisez-moi au Mandarin oriental, s'il vous plaît. » J'avais réservé la suite présidentielle 2 jours plus tôt. Je savais que je ne rentrerais pas à la maison ce soir-là. Alors que la voiture s'éloignait, mon téléphone se mit à vibrer de manière incontrôlable. Un coup d'œil à l'écran montra un flot d'appels et de messages de membres du conseil d'administration, de partenaires et d'amis. Les mauvaises nouvelles voyagent vite à Paris, mais la justice méticuleusement planifiée voyage encore plus vite. J'ai mis le téléphone en sourdine et j'ai appuyé ma tête en arrière, laissant les lumières de la ville m'inonder. Le lendemain matin, le monde des affaires parisien était en feu. L'article de Thomas Royer dans Les Échos était un chef-d'œuvre de dévastation mesurée, détaillant de graves allégations de malversation financière et de vol de propriété intellectuelle chez Fournier Dynamics, porté par la cofondatrice elle-même. Mon téléphone avait près de 100 notifications. Je n'ai répondu qu'à 3, Walter Sterling, Diane Harel et mon avocate, Hélène. Le conseil se réunit à midi, m'informa Walter, sa voix purement professionnelle. Marc essaie de présenter cela comme la vendetta d'une épouse hystérique, mais les documents financiers que vous avez envoyés sont indéniables. Serez-vous là? J'y serai, dis-je en regardant le port de Plaisance depuis ma suite. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et Evelyne?
ajouta-t-il, une note de respect dans la voix. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours soupçonné que vous étiez le vrai cerveau de l'opération. L'appel avec Hélène confirma que l'ordonnance de référé était en place. Marc était gelé, légalement empêché de prendre toute décision opérationnelle ou financière importante. La demande de divorce était officielle. Les rouages de la justice tournaient maintenant d'eux-mêmes. J'ai passé le reste de la matinée au téléphone, appelant méthodiquement nos clients clés, les personnes dont j'avais personnellement cultivé les relations au fil des ans. Ils avaient tous reçu un appel frénétique de l'imitation des dégâts du bureau de Marc à l'aube. « Evelyne, Marc dit à tout le monde que vous faites une sorte de dépression nerveuse », a dit Charles Hemmings, notre tout premier client. « Charles, ai-je répondu calmement. Vous et moi travaillons ensemble depuis plus d'une décennie. Pendant tout ce temps, m'avez-vous déjà connu comme étant irrationnel ou instable ?» Il y eut une longue pause. « Non, admit-il. Vous avez toujours été la plus calme dans la pièce. Alors je vous suggère de réfléchir à la raison pour laquelle Marc a besoin de peindre ce portrait de moi, au lieu de simplement répondre aux preuves, ai-je dit. Au moment où la réunion du conseil a commencé, j'avais obtenu la loyauté indéfectible de nos 4 plus grands clients, qui représentaient près de la moitié de notre chiffre d'affaires annuel. Les relations que j'avais bâties, souvent en arrière-plan, étaient maintenant ma ligne de front. La réunion virtuelle du conseil fut rapide et brutale. Confronté à la montagne de preuves que j'avais fournies, le conseil a voté à l'unanimité pour placer Marc en congé administratif à durée indéterminée, en attendant une enquête complète et indépendante. J'ai été nommé PDG par intérim. Quand je suis finalement retourné au Penthouse ce soir-là avec une petite équipe de déménageurs pour emballer mes affaires personnelles, Marc était là, attendant. Il ressemblait à un fantôme, son costume habituellement impeccable froissé, ses cheveux en désordre. « Tu as tout gâché », dit-il, la voix rauque, alors que j'entrais. 15 ans de notre vie, de notre travail. Pourquoi? La vengeance? J'ai posé ma mallette et j'ai regardé autour de moi l'immense espace stérile que nous avions appelé notre maison. C'était une cage dorée de ma propre conception. « Ce n'est pas de la vengeance, Marc, dis-je. C'est une rectification. Le conseil m'a suspendu, dit-il, comme si je ne le savais pas. De ma propre entreprise. Notre entreprise, l'ai-je corrigé. Et oui, je sais. J'étais à l'appel. Il me fixa alors, une lueur de confusion sincère dans ses yeux. Depuis combien de temps, Evie? Depuis combien de temps préparais-tu ça? La planification a commencé le jour où je t'ai entendu au téléphone avec Chloé, discutant de la façon dont tu gérerais mon départ, lui ai-je dit. Mais tu as toi-même posé les bases il y a des années. Chaque fois que tu t'es attribué le mérite de mon travail, chaque fois que tu as dénigré mes contributions, chaque fois que tu as décidé que tu avais droit à une vie en dehors de notre mariage, tu me donnais une autre pierre pour construire ce mur. Il s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains. Je n'ai jamais pensé que tu ferais ça. Tu as toujours été si conciliante. C'était mon erreur, ai-je reconnu, me déplaçant à travers les pièces et dirigeant les déménageurs vers mes œuvres d'art, mes livres, mes effets personnels. Je me suis laissé croire que le luxe et le succès étaient un juste échange contre l'invisibilité. Je pensais que la satisfaction professionnelle pouvait combler l'espace où le respect personnel aurait dû se trouver. J'ai fait une pause près d'une photo encadrée de notre jour de mariage. Nous 2 jeunes et rayonnants, si pleins d'amour sincère et de rêves partagés. Tu sais ce qui est vraiment triste? Je t'ai vraiment aimé. Même après avoir soupçonné les liaisons, je t'ai trouvé des excuses. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé que tu planifiais activement de m'effacer de l'œuvre de notre vie que les œillères sont finalement tombées. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, marmonna-t-il, un mensonge si faible qu'il en était insultant. Si, tu l'as voulu, dis-je, ma voix douce mais claire. Peut-être pas au début, mais avec le temps, me faire du mal est juste devenu un coup acceptable pour que tu obtiennes tout ce que tu voulais. Et d'une certaine manière, c'est bien pire. J'ai terminé mon travail, ses yeux me suivant avec un regard perdu et déconcerté. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-il, sa voix petite. « Maintenant, je reconstruis, dis-je. L'entreprise, ma vie, tout. » Alors que je me dirigeais vers la porte, il fit une dernière tentative pathétique. « On pourrait arranger ça, Evie. On pourrait… » Je me suis retournée un instant et j'ai vu le jeune homme dont je suis tombée amoureuse, mais il n'était qu'un fantôme,
piégée derrière le visage de cet homme brisé qui ne pouvait toujours pas saisir l'ampleur de ses propres actions. Au revoir, Marc. En sortant de ce penthouse pour la dernière fois, j'ai ressenti un mélange complexe de triomphe et de chagrin. Ce n'était pas une victoire nette. La vraie vie l'est rarement. Mais alors que l'ascenseur descendait, je savais que la cage dorée qui m'avait tenue captive deviendrait maintenant sa propre prison dorée de batailles juridiques et de honte publique. 2 jours plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau, l'ancien bureau de Marc, en tant que PDG par intérim de Fournier Dynamics. Sur mon bureau se trouvait une proposition pour une refonte complète de l'image de l'entreprise. L'entreprise serait renommée Valois Stratégie, utilisant mon propre nom, un nom synonyme de l'intégrité et de la vision qui avait été le véritable fondement de l'entreprise depuis le début. Le nouveau logo était un phénix stylisé, symbole de la renaissance de ses cendres. En signant les documents d'autorisation, ma main stable et sûre, j'ai jeté un coup d'œil à l'espace pâle et vide sur mon annulaire. 15 ans de ma vie avaient été consacrés à la construction d'un royaume pour un roi qui me considérait comme jetable. Maintenant, il était temps de construire un empire pour la reine. La porte de la cage était ouverte. J'étais enfin irrévocablement libre. Fin de l'histoire.